Alexandre Bompard, Raymond Soubi nous en parlait. Vous arrivez en 2011. On va parler de terrain miné, situation extrêmement compliquée. Vous étiez à Europe 1 avec déjà des bons résultats. Mais qu'est-ce qui va aller faire dans ce chaudron? On parlait de pans entiers de l'économie qui commençait à s'écrouler avec le numérique. On parlait du modèle Fnac qui était mis à mal. On parlait, tu le disais Isabelle tout à l'heure, de collaborateurs qui étaient en train de douter. Et vous arrivez. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Après tous ces portraits chiffrés et après ces citations, finalement, j'avais un rêve dans ma vie, c'est qu'un jour, Raymond Soubi, dont nous envions tous la vie, puisse dire j'aimerais avoir la vie d'Alexandre Bompard. Si c'est filmé, je l'enverrai à ma maman, ça la touchera énormément. Elle mesurera le chemin parcouru par son fils. Je dirais qu'on avait négocié ça ensemble avant. Donc je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour votre congrès et pour échanger au fond sur ces aventures de retournement. Je suis sûr que bon nombre d'entre vous en conduisez, ou en tout cas des entreprises en plein mouvement. Alors, comment, au fond, on prend ce type de décision, c'est un peu votre question. Il y a plusieurs choses. D'abord, moi, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, de servir uniquement, Raymond Soubi en disait un mot, des entreprises qui signifient quelque chose pour moi. Ça ne durera peut-être pas toute la vie, d'ailleurs, parce que quelquefois, on sert des entreprises qui, initialement, ne représentaient rien. J'ai eu la chance d'être un collaborateur de Bertrand Meilleux à Canal+, avec laquelle je suis né à la télévision, de rejoindre Europe 1 pour la diriger, qui était ma radio d'information, et puis la FNAC, je suis né à la culture, à la FNAC, comme beaucoup de gens de ma génération et des générations antérieures. Donc quand François Pinault vous propose un défi comme celui-là, d'abord c'est François Pinault, ensuite ça m'a fait envie, et puis je me disais au fond, voilà une belle aventure dite de retournement, parce que traversée de manière exceptionnelle par des chocs, par ce choc d'innovation que nous vivons tous, au fond, ce choc d'innovation qui a accéléré le temps de manière incroyable. Je regarde assez souvent, en tirant un petit trait sur 15-20 ans, ces grands mastodontes américains dont nous dénonçons les uns et les autres de temps en temps les positions dominantes. Mais avant de dénoncer les positions dominantes, il faut se rendre compte de l'exceptionnelle période que nous vivons. Amazon, c'est un groupe qui, il y a 15 ans, faisait 1 million de dollars de chiffre d'affaires et qui en fait 75 milliards aujourd'hui. Google, c'est à peu près les mêmes évolutions. Apple, c'est un peu plus ancien. Et Facebook, ça va très vite aussi. On voit bien qu'on est confronté, à cause de l'innovation, à cause du digital, à cette extraordinaire accélération du temps avec ces entreprises qui peuvent innover, qui ont les moyens humains de le faire et qui, lorsqu'elles ne trouvent pas elles-mêmes les clés d'innovation, ont tellement de liquidités qu'elles achètent l'innovation à des prix qui nous font souvent sursauter. Et pour la FNAC, évidemment, cette révolution digitale, elle signifiait, comme pour beaucoup d'entre vous, cette accélération du temps, mais j'allais dire, on était vraiment à un poste très avancé de cette révolution digitale parce qu'au fond, elle nous impactait de deux manières. D'abord, nouvelle façon de faire du commerce. Au fond, la FNAC, c'est une entreprise leader qui avait des concurrents plutôt plus petits qu'elle depuis toujours. Et puis tout à coup, des clients fidèles aussi, des clients fidèles, un peu captifs, on peut dire. Et puis tout à coup, vous voyez cette extraordinaire révolution de faire du commerce qu'est le e-commerce, qui représente 1200 milliards de dollars aujourd'hui et 60 milliards d'euros en France, multiplié par 5 en 10 ans, cette accélération fantastique. Donc, nouvelle façon de faire du commerce. Donc, son métier même de commerçant bouleversé. Et puis, comme si ce n'était pas suffisant, à côté de ce premier bouleversement, un deuxième bouleversement qui est les lignes mêmes de familles de produits qu'elle commercialisait et qui avait fait son succès, la culture dans son expression physique, bouleversée par la dématérialisation des contenus culturels, tant sur la musique, la vidéo, le livre aujourd'hui, le jeu vidéo. Et au fond, cette idée que ces familles mêmes de produits étaient fragilisées, ces familles qui étaient à la fois son identité, la raison de visite si fréquente de ses clients, et puis une partie de son chiffre d'affaires. Et oui, donc je me disais, moi qui aime bien le retournement, il y a pas mal de choses à faire. On pousse moins la porte de la FNAC et on achète moins de produits qui faisaient le chiffre d'affaires et les marges de la FNAC aussi. Et on voit en même temps des concurrents comme Virgin qui se cassent la figure. Donc vous décidez malgré tout de relever le défi parce que vous vous dites, c'est une marque emblématique, il y a un attachement des Français et puis il y a un défi à relever. D'abord, vous savez, vous avez toujours tendance à post-rationaliser vos choix. À l'époque, je crois que j'ai finalement pas si bien raisonné que ça. Mais enfin, je me disais, c'est passionnant.
Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire parce que la marque est exceptionnelle. Alors, l'autre jour, j'intervenais devant une école et un étudiant qui avait 19 ans me disait que c'est vraiment une belle marque, la Fnac, point d'interrogation. Je lui disais oui, mais ne vous leurrez pas, c'est pas parce que c'est une belle marque que ça la préserve. Hein. Les cimetières de grandes entreprises sont faits de plein de marques, hein, vous en connaissez, qu'on pensait éternelles. La marque, c'est un atout exceptionnel. Mais ce n'est évidemment pas suffisant pour survivre. Les clients, c'est un atout exceptionnel parce que rien qu'en France, on a 20 millions de clients et 3,5 millions d'adhérents. C'est un atout exceptionnel, mais ça ne suffit pas pour tenir parce que le jour où le client vous devient infidèle parce qu'il estime que vous n'êtes plus à la pointe de la modernité ou à la pointe de ce qu'il attend, ce n'est pas suffisant. Et donc, ce qu'il nous a fallu faire, c'est une transformation complète du modèle en s'appuyant évidemment sur cette marque, sur ses clients, sur ce mix de produits culturels et produits techniques, sur ce mix de réseaux physiques et digital et entreprendre une transformation complète du réseau pour éviter justement qu'on dise c'était une marque exceptionnelle. Moi, je pensais que ça pouvait être une marque exceptionnelle dans le futur et c'est ça qu'on a engagé avec toutes les équipes. Alors justement, comment avez-vous procédé? Donc vous faites ce constat-là, digital, il faut élargir la gamme de produits. Comment vous avez fait passer le message auprès des vendeurs qui, eux, devaient être inquiets quand même là, quand je disais, les vendeurs disaient le meilleur ennemi, entre guillemets, c'est la Fnac.com. Comment vous avez réussi à faire passer ce message? Il faut changer les produits, il faut réagir autrement. Est-ce que ça a été difficile? Parce que pour compléter la question d'Isabelle, on était quand même dans une situation, on est entre nous, où vous aviez des vendeurs experts, de vrais experts, mais qui attendaient un peu le client, qui arrivait, qui était fidèle, qui avait confiance dans cette expertise, oui, vrai sur le disque, mais il n'avait pas forcément la posture proactive d'aller vers le client. Or, le client, vous l'avez dit, Alexandre Bompard, passe par cette désintermédiation, c'est-à-dire par des canaux digitaux, et va peut-être moins venir. Donc, il faut aller vers lui. Donc là, c'est changement radical de posture. Non mais la révolution digitale, elle a inversé le rapport de force entre le client et la marque. Le sachant et l'apprenant, quelque part. Hein. Le client, d'abord, s'est débarrassé des contraintes de temps et de lieu, hein, nous le savons tous, hein, et a la capacité, le souhait, la volonté et la possibilité de commander là où il le souhaite, comme il le veut. Mais plus encore, une première évolution forte, le client ne souhaite plus être dans une posture et n'est plus dans une posture quand il rentre dans un magasin de découverte complète. Il a fait un premier travail et quelquefois qui est un travail très approfondi. Il faut mesurer ce que ça signifie, et je vais répondre à une première partie de votre question là-dessus, comme changement brutal pour un corps social qui a été un corps social d'experts. Au fond, il y a plusieurs métiers dont on voit bien qu'elles sont traversées par cette évolution-là. Vous êtes vendeur à la Fnac ou conseiller à la Fnac, puisque nos vendeurs se vivent comme des conseillers, ce qui est très bien d'ailleurs. Vous êtes conseiller jazz à la Fnac depuis 30 ans. Vous êtes un expert exceptionnel de cette question-là et pendant 30 ans, vous avez accueilli des clients à qui vous donniez des conseils qui, en plus, compte tenu de nos produits, étaient des conseils qui leur donnaient du plaisir. Et puis tout à coup, vous avez, avec cette révolution digitale, des clients qui rentrent et qui sont aussi informés que vous. Et qui plus est, pour reprendre le point de Fnac.com, nous avons développé, et bien développé d'ailleurs, un site internet Fnac.com pour lequel à la fois, qui portent la même marque qu'eux, pour lequel les prix étaient largement inférieurs et pour lequel ils n'avaient aucun intéressement à la vente. Et quand je suis arrivé, j'ai fait, comme Raymond Soubi le disait, le tour des points de vente et des différents lieux de production et d'exploitation de l'entreprise. Et ce qui me frappait, c'est que chaque fois que je posais cette fameuse question, on me répondait, les vendeurs me disaient « Fnac.com ». Et quand je revenais au siège, je discutais avec mes collaborateurs de l'époque, qui ont pas mal changé, et ils me disaient « Mon Dieu, mais ils ne comprennent rien ». Au début, je me disais « C'est vrai qu'ils ne comprennent pas ». Et au fond, assez vite, je me suis dit « Mais si, ils comprennent très bien ». Ils ont parfaitement compris qu'ils avaient là, au sein même de l'entreprise, un concurrent qui ne leur apportait rien. Et qui, au contraire, d'ailleurs, créait pour eux une forme d'ambiguïté même liée à cette marque Fnac.com. Qui brouillait le message aussi. Alors, ce qu'on a fait en quelques mots, d'abord, pardon de ce propos un peu général, on a tenu un discours de vérité. Les entreprises, et notamment les entreprises qui ont un petit peu de bouteilles, la Fnac en a un petit peu, c'est une jeune dame de 60 ans, mais avec une grande histoire et une histoire flamboyante,
elles ne sont jamais conscientes de l'endroit où elles sont, au fond. Et cette révolution digitale, elle a été tellement puissante que la Fnac est passée en très peu de temps d'un statut très dominant à un statut très fragilisé, mais en très peu de temps. Et au fond, et grâce à la confiance de la famille Pinault, moi j'ai pu tenir ce discours qui était un discours de vérité, qui est très désagréable à entendre et qu'il faut tenir avec beaucoup de netteté, même s'il est extraordinairement anxiogène. Et ce discours, c'est, vous voyez, si on continue cette trajectoire-là, on va dans le mur. On va dans le mur, mais on va dans le mur très rapidement et il n'y a pas de salut. Et il n'y en aura pas. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas d'actionnaire qui remettra de l'argent, il n'y a pas d'État qui viendra à notre secours. Et donc, au fond, et la cotation en bourse a été un élément d'accélération d'ailleurs de cela, nous sommes entre nous pour tenter de transformer l'entreprise. Une fois que vous avez fait ça, il faut la sortir immédiatement d'un deuxième élément qui est, au fond, Raymond Soubille disait, quelle est la vision ? Qu'est-ce que je pense que nous pouvons faire ensemble ? Et là-dessus, on avait, je dirais, deux grandes idées. La première, c'était... on a un exceptionnel réseau physique que vous connaissez. On a un réseau digital, Fnac.com, qui est un des grands sites Internet français. Quel formidable atout qu'avoir ces deux réseaux si nous parvenons à les coupler, à les articuler, à faire en sorte... à ce qu'ils se concurrencent. Alors, c'est ce terme barbare, parce que moi, je déteste ce terme d'omnicanal, de cross-canal, de multicanal, parce qu'on n'y comprend rien. Mais en fait, c'est très, très simple. C'est cette idée qu'on arrive à dire à nos clients... Vous avez accès à ces deux mondes-là, ce monde physique et digital, et aux services que permet le fait d'avoir un réseau physique et un réseau digital. Cette livraison que vous pouvez faire en magasin lorsque vous avez commandé chez vous, cette possibilité quand vous êtes en magasin de commander sur Fnac.com avec le vendeur, cette possibilité quand vous avez commandé de chez vous ou en mobilité d'avoir la formation et le service après-vente en magasin, bref, tout ce qui est lié à la détention d'un réseau physique et digital. Et ce modèle-là, contrairement à ce qu'on pensait il y a 5 ans, ça me paraissait être un modèle alternatif à l'offre des pure players. Pas meilleur, alternatif. Et j'allais dire, par ailleurs, c'était le seul. À l'époque, on me disait beaucoup, il faut fermer les magasins et aller très vite sur le digital. Alors je me disais ça, c'est voilà, une belle idée. Et tout le monde l'écrivait, les experts par centaines de pages. Je me disais, c'est quand même compliqué parce que d'abord, sur les 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires que nous faisons, nous, 92% venaient du réseau physique. Donc je me disais, c'est quand même une sacrée mutation de passer de l'un à l'autre. Deuxième, c'est qu'on a 20 000 collaborateurs qui sont plutôt dans les magasins. Donc c'est quand même pas très, très facile à faire. Et puis, la troisième chose, c'est que je me disais, mais pourquoi j'irais faire le même métier qu'Amazon qui sera toujours une boîte de logisticiens et une boîte de technologie de meilleure qualité que moi parce qu'ils ont un exceptionnel savoir-faire. En revanche, nous, on a un réseau physique, un réseau digital, reste à les coupler, reste à les articuler. Et ça, c'est trivial à dire, c'est extraordinairement difficile à faire parce qu'au fond, il faut, pardon du terme, casser les silos des organisations. Alors justement, casser les silos des organisations. Vous dites, je suis arrivé, j'avais une vision, une idée, on me conseillait au départ de fermer les magasins, donc vous décidez de maintenir finalement les deux types de canaux. Comment on emporte l'adhésion des salariés sur un projet comme celui-là ? On a tous l'image du vendeur de la Fnac qui est spécialisé dans le jazz, qui est peut-être quinca. On va lui dire non, ton métier va changer. Comment on arrive à faire bouger les lignes au niveau des vendeurs, des collaborateurs et à faire adhérer à son projet ? Ça n'a pas dû être simple. D'abord, ça n'est pas en un jour. La réalité, c'est que quand on a proposé ce plan stratégique basé sur ce modèle dit omnicanal et puis sur des nouveaux relais de croissance, on y reviendra sans doute, nouvelles familles de produits, nouveaux formats de magasins, vous ne recevez pas des vivas immédiats. Vous n'avez pas tout à coup 20 000 collaborateurs qui crient au génie en se disant « Mon Dieu, on a trouvé la martingale ». Donc la question à ce moment-là, c'est qu'ils se disent « Je donne une chance à cette transformation-là ». Moi, en fait, le seul discours que je leur tenais, c'est « Écoutez, je ne vous demande pas d'adhérer à ce projet-là, parce que ça ne peut pas être le cas de manière innée et immédiate. Je vous demande de ne pas le freiner. Parce qu'on n'en a pas beaucoup. Laissez-moi tenter, en fait. Parce qu'on n'en a pas beaucoup d'autres. Et qu'il faut tenter. Et parce qu'en effet, si ça continue, dans 18 mois, on est dans le mur tous ensemble. Mais vous l'êtes encore plus que moi, parce que vous, c'est votre métier qui disparaît. Vous voyez, nous, on est dans un métier où, au fond, quand vous êtes vendeur à la Fnac de jazz, vous ne pouvez pas vous dire « je vais faire ce métier dans 40 autres enseignes ».
Si jamais la Fnac disparaît, c'est terminé. Vous devez changer de métier. Et donc, ce qu'on leur a dit avec ce discours un peu anxiogène, difficile à tenir, pas agréable à tenir, c'est donnez-nous la chance de le mener à bien. Alors, après, une fois que vous avez fait ça, vous avez posé cette vision, il faut transformer les organisations. Je vais vous raconter une anecdote qui vaut mieux que pas mal de discours. Quand je suis arrivé à la Fnac, au siège social, je fais les différents étages, comme chaque nouveau dirigeant qui arrive. Et puis j'en suis au 5e des 6 étages que nous comptons. Et j'étais accompagné à l'époque par l'équipe RH de l'époque. Et on arrive au 2e étage et là on me dit, là ce sont les bons. Alors d'abord j'étais un peu emmerdé parce que ça faisait quand même 5 étages qu'on faisait. Donc je me suis dit, j'ai quand même serré beaucoup de mains. Et c'est quand même un peu ennuyeux. Et puis, donc j'ai dit, ah bon? Et on m'a dit, oui, ce sont les équipes de Fnac.com. Et alors je me suis dit, voilà une entreprise qui s'est convaincue jusqu'à sa tête que le digital et cette petite équipe de Fnac.com, qui était remarquable d'ailleurs, hein, et qui l'est toujours, était la belle partie de l'entreprise et que tout le reste était un espèce de corps mort. Sauf que ce corps mort représentait 95% des effectifs et 92% du chiffre d'affaires. Et donc, au fond, le premier élément à faire, c'est, je le disais dans la question précédente, c'est de casser les silos, au fond. C'est de convaincre l'ensemble de l'entreprise que Fnac.com ou le digital ne sert à rien en soi, s'il sert le dessein global de l'entreprise. Et pour ça, il faut casser les baronnies, créer des organisations unifiées, fusionner les directions commerciales, les directions marketing, etc. Il faut aussi former les vendeurs. C'est-à-dire qu'au fond, vous le savez, pour ceux qui sont dans la distribution, je suis sûr qu'on a quelques concurrents, hein, le poste qui est le plus facile à supprimer dans un compte de résultats pour faire remonter le résultat, c'est le poste formation. Vous le faites demain matin, vous avez, en fonction de la taille de votre entreprise, une petite remontée de résultats. Dans un monde qui est aussi transformé par la révolution digitale, c'est le pire. Parce qu'ils ont déjà un sentiment de perte d'expertise, le métier a profondément changé, et donc on a réinvesti ce poste-là de la formation. Et puis, on a dit aux vendeurs, écoutez, on va faire de Fnac.com votre allié. Pour ça, ça veut dire 2 choses. C'est d'abord votre allié commercial. Il n'y a rien de pire pour un vendeur, vous le savez, que de dire je n'ai pas la taille ou je n'ai pas la référence. Chez nous, c'est la référence. Et donc, on leur a dit, mais si vous avez la référence, on a 20 millions de références dans nos entrepôts et vous y avez accès désormais avec des outils informatiques qui vous permettent de l'avoir. Et puis, vous êtes désormais, votre rémunération est liée à cette vente-là. Que vous vendiez ce qui est en avant-boutique du magasin ou ce qui est en arrière-boutique de nos entrepôts à Massy, c'est le même chiffre d'affaires. C'est votre, ça change tout. C'est votre chiffre d'affaires. Et là, ça change tout. Alors, pour vous répondre, ça ne se fait pas en un jour, ça ne vaut pas satisfecit général, et il y a toujours du scepticisme, et il y a toujours de l'opposition par nature. Mais l'entreprise, de manière exceptionnelle, s'est mise en marche sur ce projet-là et sur cette envie, parce qu'on avait la chance, et ça c'est une chance unique, et ça ce sont les grandes et vieilles maisons qui le permettent, on a une chance unique, c'est que les collaborateurs aiment cette enseigne. C'est-à-dire qu'au fond, ils sont fiers de travailler à la Fnac. Il y a un vrai attachement. Quand vous leur redonnez un peu de vision, un peu d'envie, et puis qu'il y a quelques résultats qui tombent et que ces résultats sont confirmés, qu'ils lisent des choses plus positives sur leur entreprise, ça les embarque. Vous avez un effet démultiplicateur. Donc voilà, ça ne se fait pas en un jour. Alors si on résume, Alexandre Bompard, d'abord discours de transparence et de vérité, hein, ça c'était essentiel au départ, on l'a vu. Ensuite, donner du sens. Pourquoi on va bouger, la stratégie, c'est ce que vous disiez aussi. Puis ensuite, créer de la transversalité en se disant que ce soit sur le digital, en physique ou avec le maillage territorial, on peut relancer la marque et relancer le groupe Fnac. Alors justement, le maillage territorial, ça c'était important aussi. Vous prenez des décisions qui consistent à l'accroître, donc vous allez dans le sens inverse de ce que vous disiez les gens. C'est-à-dire que vous allez ouvrir de nouveaux points de vente, mais pas n'importe quel point de vente. Et en parallèle à ces points de vente, vous allez apporter de nouvelles familles de produits inattendues pour la Fnac. Alors, au fond, nous, on avait, en dehors de ces 2 chocs structurels que je vous mentionnais, un élément complémentaire qui était la baisse forte de nos marchés. Alors, quand vous avez une baisse forte de vos familles de produits régulières, et pour certaines de ces familles structurelles, vous avez 2 façons de le voir. Soit vous vous dites, ah ben mince, j'ai un mix produit qui est intangible, ce que j'entendais beaucoup, hein, on ne peut pas changer le mix produit de la Fnac parce que c'est pas Fnac. C'est dans les gènes, on va dire. C'est dans les gènes. Alors, je me disais, c'est vrai, mais sauf que ce qui est Fnac va nous faire mourir, donc on peut le regretter. Hein. Moi, j'aurais adoré garder le même mix produit ad vitam aeternam, mais quand vous avez des marchés qui perdent 50% de leur valeur en 5 ans,
soit vous arrivez à fermer à due proportion et à réduire la taille de vos magasins, ce qui est extraordinairement difficile et ce qui est quand même pas très ambitieux, soit vous vous dites, j'ai la capacité d'accepter, d'accueillir de nouvelles familles de produits. On l'a fait de manière très ordonnée, on l'a fait en réfléchissant beaucoup, on l'a fait en interrogeant nos clients et on a introduit en effet au cours des dernières années 5 nouvelles familles de produits. La papeterie, le jeu jouet, aujourd'hui les smartphones qui sont un marché très important, les objets connectés, puis le petit électroménager design. Tout ça représente aujourd'hui 13% du chiffre d'affaires de la Fnac l'année dernière. En croissance. Évidemment en croissance, 13%. Que serait la situation de la Fnac si nous n'avions pas pris la décision il y a 2 ans et demi d'introduire ces nouvelles familles de produits? 13% du chiffre d'affaires en moins de 2 ans. Et tous marchent aussi bien parmi les 5? Est-ce qu'il y a d'autres projets justement? Il y a des marchés qui vont plus vite. Le smartphone va plus vite que d'autres familles, mais tous fonctionnent, tous se sont installés et tous se sont installés dans nos magasins et dans nos réseaux digitaux de manière harmonieuse. Et nos clients sont au fond heureux de découvrir ces nouvelles familles de produits, avec un maître mot dans tout ça qui est le traitement à la façon Fnac, c'est-à-dire de manière premium, avec beaucoup de soins à la présentation, avec une expertise du vendeur, et puis le maître mot de l'innovation, innovation sur le digital, parce que dans le même temps, on a lancé un livre numérique qui est Kobo by Fnac, on s'est lancé sur la musique digitale avec un service de streaming, Fnac Jukebox, et puis on s'est positionné sur en effet les smartphones et les objets connectés. Et tout ça nous permet d'avoir un mix produit évolutif qui continuera à évoluer, pour répondre à votre question, et qui épouse les tendances du moment. Et puis il y avait une deuxième grande tendance pour moi qui était, au fond, le client aujourd'hui veut pouvoir consommer tout et tout le temps, et en même temps, et c'est évidemment le grand paradoxe, on a fait de nous-mêmes, puisque nous sommes tous des clients, des enfants gâtés, il veut du conseil, il veut de l'expertise, il veut de la proximité. Il veut de la proximité. Et donc, là où on nous disait il faut fermer des magasins, accélérer sur le digital, moi je croyais rigoureusement l'inverse, il fallait accélérer sur le digital et accélérer sur le physique. Et accélérer sur un réseau qui se densifie. Et pour ça, il a fallu qu'on revoie 2 choses pour nous. On était traditionnellement un acteur de ces grands réseaux de magasins que vous connaissez. Et on s'est dit, au fond, là aussi j'entendais beaucoup, une Fnac, ça doit faire plus de 2500 mètres carrés. Bon, il fallait que ce soit gros. Il faut que ce soit grand. Alors, je me disais, bon, ça doit être intelligent, ça doit être analysé depuis très longtemps, mais je me disais, au fond, pourquoi? Ce n'est pas l'état de la loi. Pourquoi une Fnac? Dès lors qu'elle est combinée avec du digital, dès lors que dans une petite Fnac, vous pouvez commander les millions de références qui sont dans nos entrepôts, pourquoi ça ne serait pas plus petit? Ce qui nous permettrait de nous installer à la fois dans les lieux de transit, les gares et les aéroports, et puis dans toutes ces villes moyennes de taille, inférieur à 50 000 habitants, que nous avons délaissé pendant 30-40 ans dans notre déploiement, laissant d'ailleurs tout un tas de nos concurrents qui ont été très pragmatiques s'y installer. Tout un tas de villes, je regardais la carte, je me disais c'est quand même incroyable, toute ville de moins de 50 000 habitants n'est jamais adressée par la Fnac. Et donc on a décidé de développer des formats de magasins adaptés à ces tailles nouvelles. Et puis, deuxième changement, c'est que plutôt que le faire en propre, nous exploitons tous nos magasins en propre traditionnellement, appuyons-nous sur la franchise parce que ça nous permettra, d'accélérer le développement et d'aller plus vite, d'avoir accès au savoir-faire de partenaires locaux et d'avoir un maillage du territoire dans tous les pays où nous sommes situés qui est accéléré. Et donc on a à la fois accéléré sur le digital et puis accéléré le déploiement de ces formats de magasins. Et depuis 4 ans, on a ouvert une 50aine de magasins avec une obsession qui est vraiment la clé pour moi, en tout cas de ce que nous avons décidé de faire nous. Moi, je veux qu'une Fnac à Aubenas, où on a ouvert la semaine dernière, ou à l'aéroport de Lisbonne, ça ressemble à une Fnac. De temps en temps, je vois des marques de distribution qui disent j'ai un projet de 200 franchises dans l'année. Alors je me dis, vraiment, ils sont plus rapides que nous, parce que nous, on est capable d'en ouvrir une dizaine. Mais pourquoi on est capable d'en ouvrir une dizaine seulement? Parce que moi, je veux qu'il y ait le même soin pour une Fnac à Romorantin, à Aubenas ou à Lisbonne, à l'aéroport, que nos grandes Fnac traditionnelles. C'est-à-dire qu'au fond, la marque Fnac soit toujours aussi puissante, qu'on y retrouve la qualité de magasin, la qualité d'expertise. C'est fondamentaux qui font la différence. Et pour moi, c'est essentiel. Et donc, on le développe avec beaucoup de soins, avec beaucoup de travail avec nos franchisés, dans le choix des franchisés, pour pouvoir avoir un réseau qui, à la fois, se densifie et ne perde pas en qualité. Alors, au-delà des franchises, vous avez également noué des liens avec Intermarché. Est-ce que c'est des choses qui vont se développer avec ce type d'enseigne? Les franchisés, en fait, ils ont pour nous deux grandes origines.
soit ce sont des libraires indépendants qui ont une librairie depuis toujours de centre-ville et qui ont envie de diversifier leur mix produit, d'accéder à la FNAC, quelquefois au moment d'une transmission, un enfant qui a envie d'avoir une FNAC. Et donc, on travaille sur ce concept-là. Soit on essaye de trouver des partenaires, grands distributeurs avec un vrai savoir-faire dans des zones où nous ne sommes pas, qui sont capables d'accélérer et de bien gérer une FNAC. Et le réseau Intermarché avec lequel on a signé un partenariat avec un réseau comme Intermarché, c'est un partenariat très ouvert, puisque par nature, chacune des décisions est autonome et individuelle. Mais nous paraissait très adapté parce que ils sont vraiment situés dans des zones où nous ne sommes pas, et puis il y a un savoir-faire. Et la très bonne nouvelle, on en est au 3e magasin ouvert en quelques mois, c'est que ça fonctionne exceptionnellement bien pour eux. Donc, excellente nouvelle pour eux, excellente nouvelle pour nous, parce que ça va nous permettre d'accélérer notre développement avec des acteurs de la distribution très compétents et dont on sait qu'ils géreront bien notre marque dans leur territoire. Et au-delà d'Intermarché ou grande distribution, est-ce qu'il y a d'autres partenariats que vous pourriez envisager justement pour pouvoir vous implanter davantage sur le territoire ? D'ores et déjà, on en a 4 au fond. On a Intermarché, on a un partenariat sur un nouveau format de magasin qu'on a lancé il y a quelques semaines qui s'appelle Fnac Connect. Tout ce qui est les smartphones, les objets connectés et tout ce qui relie le son, etc. au smartphone. On a développé ça à Champs-Élysées en propre. Et puis, on a développé avec Avenir Télécom, qui est un réseau de boutiques, une première boutique à Angoulême. Et comme là aussi, ça fonctionne bien, on va le développer avec eux. Les libraires indépendants, je vous le disais. Et puis, on a un accord avec le groupe Lagardère pour développer ensemble, dans les gares et les aéroports, un certain nombre de boutiques. Donc, on a d'ores et déjà un certain nombre de partenariats, c'est déjà pas mal, 3-4, mais il est possible qu'on en ait d'autres à l'avenir. Ce maillage territorial que vous densifiez dans des zones périurbaines, dans des villes de moins de 50 000 habitants, vous voyez de plus en plus ce besoin chez l'internaute, chez ce client qui est aussi un citoyen, quand on est dans un monde un peu hors sol, où tout est connecté, de proximité et d'écoute. Vous disiez tout à l'heure, c'était très intéressant, le conseiller FNAC se retrouve avec le client devant cet écran et ils co-construisent quelque part cette relation. Ça, c'est un vrai changement aussi. Il y a plusieurs choses dans votre question, mais je dirais que la première idée qui est pour moi clé, quand une FNAC ouvre dans une ville de taille moyenne, et on l'a un peu oublié, nous, parce qu'on est des enfants gâtés à la FNAC, mais c'est vraiment un événement. Et c'est très émouvant, au fond, d'ouvrir dans des villes de taille intermédiaire ou dans des zones qui n'ont pas de FNAC, de mesurer combien cet acteur culturel-là, au-delà de son rôle de commerçant, puisqu'il y a d'autres commerçants ici, mais la FNAC a une identité, un rôle culturel, c'est un organisateur d'événements aussi. Dans une FNAC, il y a des signatures, il y a des concerts, c'est un lieu où vous venez vivre la culture avant de la consommer. C'est un lieu de rencontre, et au fond, moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand je re-rentre dans des magasins et que je vois des adolescents, comme je l'ai été il y a maintenant quelques années malheureusement, assis et lire des BD. Je sais qu'ils ne la consommeront pas, mais je sais on va dans la bonne direction. Et donc, quand on ouvre un magasin dans une ville de taille moyenne, c'est formidablement positif pour le tissu, je dirais, urbain, pour le développement de la culture dans nos territoires. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous me voyez de temps en temps avoir quelques combats avec les pouvoirs publics sur cette question-là, parce que ouvrir un magasin dans un centre-ville, pouvoir l'ouvrir le dimanche, c'est, de mon point de vue, ça n'a pas tout à fait le même rôle social et le même rôle en termes de construction du tissu qui nous unit les uns et les autres qu'ouvrir un entrepôt en Saône-et-Loire. C'est pas tout à fait la même chose. On vise pas totalement les mêmes objectifs, me semble-t-il. Il y a une petite différence, c'est quand on ouvre en Saône-et-Loire, on a des subsides des collectivités locales pour des raisons que j'ai jamais très bien compris. Mais moi, quand j'ouvre un magasin, je n'ai pas de subside du tout et je n'en demande pas d'ailleurs. Je m'en porte aussi bien comme ça. Mais donc, au fond, voilà, je pense que ça a ce rôle-là. Et après, vous avez raison. Le consommateur d'aujourd'hui, il a besoin de participer à son acte de décision. Et au fond, cette ère où vous étiez de l'autre côté et vous ne participiez pas, vous n'aviez pas la vision et vous aviez le sentiment que le vendeur n'avait pas la connaissance du client, elle doit s'achever. Et un des grands chantiers informatiques, un grand chantier de changement des postures, et on est encore qu'au début du processus parce qu'on n'est pas les meilleurs dans ce domaine-là et on doit encore beaucoup progresser, c'est bien cette posture qui doit changer, cette compréhension que le client compte plus que le produit et qu'il faut l'accompagner dans ses choix.
Que vous disent vos collaborateurs par rapport justement à ce changement radical de posture, hein? On était avec l'esprit client, j'aperçois Monsieur Philippe de Cupper de MediaMarkt, qui a les mêmes problématiques que vous. Comment vous arrivez à faire comprendre à des personnes, comme disait Isabelle, qui sont là depuis 10, 15, 20 ans à la FNAC, que maintenant on est dans de la co-construction, qu'on est dans de l'écoute client, qu'on va vers lui, le sens du service, au-delà de l'expertise? Il y a plusieurs choses. Vous le savez, hein, pour ceux d'entre vous qui sont dans ces métiers, le discours client, au fond, c'est un discours ancien. C'est pas hier que toutes nos enseignes se sont dit le client est au cœur de tout ça. Pour arriver, et chez nous non plus, pour arriver à créer un électrochoc, il faut des signaux forts. Alors, les signaux forts chez nous, ils ont parfois pris la forme d'outils. On a introduit il y a 2 ans un outil dont le terme, pardonnez-moi, est un peu jargonnant pour le coup, qui s'appelle le Net Promoter Score, qui nous permet de mesurer magasin par magasin la performance de nos magasins en termes de satisfaction client. D'ailleurs, le soir, vous parliez des performances commerciales des 184 magasins, mais on a aussi la performance relation client par relation client, satisfaction client par satisfaction client, par magasin. Et donc, on sait quel est le magasin qui a été le mieux noté par ses clients et le moins bien aussi. Et quels sont les items qui fonctionnent et quels sont ceux qui ne fonctionnent pas. Et ça a l'air de rien, mais ça a été un puissant moteur de changement de la psychologie de nos équipes, ce d'autant que nous avons introduit dans leur rémunération variable cette notion de satisfaction client, grâce à cet outil qui objective les situations. Parce qu'au fond, il y a quelques années, quand vous alliez, enfin moi, quand je suis arrivé, je disais de temps en temps à un directeur de magasin ou à un vendeur, tel client m'a écrit, il était très insatisfait. Évidemment, il avait beau jeu de me répondre, mais tous les autres étaient très satisfaits. Maintenant, là, on a des datas. Maintenant, c'est exactement. La donnée est très intéressante et elle objective la situation. Et on voit aujourd'hui que... Et elle vous aide dans votre démarche, elle nous aide extraordinairement. Et au-delà de la note, elle nous montre les pans sur lesquels on doit s'améliorer, parce qu'il y a évidemment des pans de points faibles qui sont... Comme chez nous... les attentes aux caisses, hein, qui sont un vrai sujet, la qualité du conseil, enfin il y a plein d'items qui sont testés et dont on voit l'évolution. Et cet outil-là, qui est devenu maintenant un outil extrêmement important dans les magasins, moi quand j'arrive dans les magasins, le premier élément, ou le deuxième que me donnent les vendeurs, c'est, vous avez vu, on a amélioré notre note de relation client. C'est un changement, gagné, ça veut dire qu'ils seront c'est un changement majeur. Et là aussi, ça s'accompagne de petits symboles. Je vais vous raconter une petite anecdote qui ne sortira pas de cette salle, comme on est entre nous. Quand je suis arrivé, j'avais des dossiers qui étaient formidablement bien tenus. Je ne suis pas capable, moi, de tenir comme ça des dossiers, mais il y avait une espèce de feuille avec des trucs qui débordaient un peu dans tous les sens, au milieu de dossiers très bien tenus. Je me suis dit, tiens, évidemment, l'œil est toujours attiré par ce qui ne va pas, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui dépasse? Et puis là, je vois plein de courriers, avec une écriture un peu différente, et je demande à l'assistante, je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Et on me répond, ah, mais ça c'est rien, c'est les courriers des clients. Et je me suis dit, c'est pas gagné. Ça c'est un peu ennuyeux parce que qu'est-ce qu'on en fait? Bon, donc pas grand-chose. Et donc, comme petit élément de symbole, moi j'ai décidé, ça n'a rien d'original, ce que je vous dis, je suis sûr que vous le faites dans vos entreprises, mais en tout cas nous on ne le faisait pas, de répondre moi-même à chacun des courriers. Les courriers, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et de faire une réponse quand je suis interpellé moi-même, au-delà de la réponse que je fais, de m'assurer qu'ensuite il y ait toute une mécanique qui se mette en place. Alors au départ, vous évoquiez tout à l'heure l'adhésion des équipes. Bon, au départ, ce truc-là, ça a été extraordinairement mal vu. Au fond, ça a été presque vu, j'étais presque un corps étranger qui prenait le parti des clients contre l'entreprise. J'avais des tracts de temps en temps, le président n'a rien d'autre à faire qu'à répondre à des clients. Et je me disais, mais c'est une bonne nouvelle. Parce qu'au fond, l'entreprise prend conscience de cette importance. Et ça a totalement changé. C'est-à-dire maintenant, je n'ai plus rien à faire. Je vois les équipes d'elles-mêmes considérer que leur note de satisfaction client est un élément important, répondre d'elles-mêmes à ces éléments-là. Et on voit que ça a extraordinairement modifié la manière dont on vivait cette relation avec nos clients, qui est vraiment au cœur de ce qu'on a à faire aujourd'hui. Et accessoirement, c'est corrélé aussi à cette affaire. On a beaucoup parlé de satisfaction client, de développement de produits. J'en viens quand même à la question des collaborateurs, parce que là, on est devant un parterre de DRH. Est-ce que vous avez dû quand même procéder à beaucoup de réorganisation, vous séparer d'un certain nombre de personnels? Comment ça s'est fait justement pour que les équipes collent finalement à la nouvelle stratégie?
Parce qu'on a bien vu, vous aviez une vision, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais comment on adopte justement un plan en termes de ressources humaines pour se dire, dans 2 ans, je vais aller là, dans 3 ans, je vais là, avec des personnes qui n'ont pas forcément la formation adéquate. Alors certes, vous avez évoqué le sujet de la formation, qui est un véritable enjeu pour la FNAC, mais comment concrètement, en 2-3 points, on met en place une stratégie gagnante aussi pour les salariés et donc pour l'entreprise? Raymond Soubi citait tout à l'heure Denis Kessler avec ce terme de vitesse d'exécution. Moi, j'ai changé beaucoup les équipes. Les équipes de tête ont profondément changé. Il n'y avait pas là un jugement de valeur sur la qualité des anciennes équipes, parce qu'il y a plein de gens de grande qualité qui d'ailleurs font des beaux parcours ailleurs. Non, mais il fallait qu'elles vous soutiennent. Mais ce qui m'a beaucoup frappé au bout de quelques semaines, c'est que je sentais au fond un scepticisme fort, pas du tout à l'égard de ce qu'on faisait d'ailleurs, mais un scepticisme fort sur l'avenir de l'entreprise. Il n'y a rien de pire que lorsque la tête ne croit plus en l'entreprise. Une sorte de fatalisme. C'est terrible le fatalisme dans une entreprise. C'est-à-dire quand les collaborateurs sentent que l'équipe de tête n'y croit pas, parce qu'ils le sentent, ils vont pas être embarqués. C'est terminé. Et quand vous avez des équipes autour de vous qui vous disent en permanence, c'est pas Fnac, on l'a déjà fait mais ça n'a pas marché. Personne ne se souvenait d'ailleurs quand on l'avait fait ni pourquoi ça n'avait pas marché, mais vous avez un énorme problème parce qu'au fond, c'était mieux avant. Donc le c'était mieux avant. Gardien du temple. Et au fond, c'est un énorme problème parce que vous perdez à la fois. Un petit mot que j'avais eu sur la société de défiance, vous ne donnez pas confiance à vos équipes du tout et vous perdez ce momentum de la vitesse d'exécution qui est clé. C'est une espèce d'inertie. La vitesse d'exécution, ça vient d'une équipe de tête. Le terme monomaniaque que citait notre ami Denis Kessler est évidemment, malheureusement, je suis atteint du même mal. J'ai 2 de mes équipiers ici devant lesquels je ne peux pas mentir, mais oui, il faut être monomaniaque et il faut que votre équipe le soit avec vous, surtout quand vous êtes dans une période de retournement. Vous n'avez pas le choix, au fond. Si vous aviez le choix, si le modèle était très assuré, que vous ayez 10 ans pour le faire, peut-être que vous le feriez plus doucement avec les mêmes équipes, etc. Mais quand il faut changer l'équipe qui adhère à votre projet. Il faut que vous ayez une équipe qui adhère au projet, qui en a envie, qui pense que c'est possible et qui soit, je le crois, complémentaire dans ses origines, dans ses profils, qui est de l'interne, que vous ayez fait monter des gens qui étaient ailleurs, qui est de l'externe. Vous avez embauché des énarques, par exemple ? Non, je crois que je me suis... sentant tout le mal que cette entreprise pensait d'eux, comme le dirait Raymond Soubi, je me suis arrêté à moi-même. Je me suis dit que c'était tout à fait suffisant. Non, à 2, on fait trop de catastrophes tous. Comment ça se passe au niveau du management intermédiaire, ceux qui sont en proximité avec les équipes, les collaborateurs, et qui sont au quotidien au contact du client? Vous avez raison. Au fond, c'est vraiment un ensemble qu'il faut décliner. Vous avez l'équipe de tête qui doit se mettre en mouvement. Vous avez ensuite, alors chez nous, ça s'appelle le leadership group, mais je dirais le top 100 de l'entreprise, qui doit adhérer, j'allais dire, comme un seul homme et qui doit être associé à la décision, à la communication, etc. Là aussi, ce monde digital a totalement transformé la manière de manager. Ce moment où la tête de l'entreprise était la seule à avoir accès à l'information et la faisait descendre de temps en temps du haut de son bureau du dernier étage, est un monde totalement révolu. Vos équipiers, ils ont accès à l'information en même temps que vous. Et donc, le mode de communication a changé. Donc, avoir avec eux une interaction très forte. Et puis ensuite, vous avez raison, et ça, c'est un long chemin pour lequel on n'est pas du tout encore là où nous souhaitons être un jour. Il faut que votre management intermédiaire, celui de proximité, celui qui est dans les magasins, celui qui est dans les entrepôts, dans tous les pays, adhère, vous suive, ait des lignes directrices claires, ait des signes de reconnaissance forts. Et ça, c'est long, parce que ça, c'est plus long. Est-ce qu'il faut le changer également lorsqu'on voit qu'il y a... Non, parce que vous ne pouvez pas tout changer. Puis là, il y a beaucoup de qualité, en revanche. Enfin, là, les bouger, peut-être, vous disiez, il faut stopper les choses en silo. Vous pouvez bouger, mais il faut surtout que ce management intermédiaire retrouve un discours, retrouve un cap précis, des objectifs précis, des indicateurs précis, et sente qu'il participe lui aussi à l'aventure avec le management. C'est-à-dire, au fond, il n'y a rien de pire dans les organisations quand le management est coupé de son management intermédiaire. Ce qui est plus fréquent qu'on ne croit d'ailleurs, parce que quand vous êtes responsable d'un rayon produits techniques à la FNAC, votre quotidien, il est plus proche de votre vendeur, votre quotidien, votre rémunération, votre mode de vie, il est plus proche du vendeur que de l'équipe de management. Et ça, moi, j'ai mis un peu de temps à le comprendre parce qu'on grandit de ces expériences, évidemment. C'est pas inné
que votre management intermédiaire se dise tiens, j'ai un management, je vais le suivre. Bien sûr que non, parce que sa réalité, elle est plus proche du terrain. Et donc, pour les faire venir à... Il a ses irritants du quotidien. Il a ses irritants du quotidien. Et encore une fois, il a un mode d'interaction au client, un travail, un mode de rémunération aussi qui le rapproche plus du collaborateur employé que de l'équipe de management. Et donc, ça, c'est la clé de ce que nous avons à faire maintenant. C'est que ce management intermédiaire parte totalement avec nous, soit conforté et de la reconnaissance qu'on trouve les bons outils pour... qu'il adhère totalement à ce qu'on est en train de faire. Je vois faire. Frédéric, votre DRH Group, acquiescer. Absolument. Alexandre Bompard, on parle de 184 points de vente. On parle de points de vente aussi à l'étranger. Est-ce que vous avez vu dans cette révolution Fnac que vous avez instillée des changements, des rapidités plus grandes dans certains pays? On parle de l'agilité de l'Espagne en particulier. Ou est-ce que tout s'est passé un peu de la même manière? D'abord, la révolution digitale, elle a ce point commun qu'elle touche tout le monde très vite, très puissamment, qu'aucun pays n'y échappe. On regardait hier soir avec un de mes équipiers la rapidité de montée en puissance d'Amazon en Espagne, où ils n'étaient pas il y a 18 mois et où ils sont devenus le premier acteur du pays. C'est phénoménal quand on y pense. Donc, cette révolution digitale, elle touche tout le monde. Et au fond, elle a pour effet d'uniformiser un peu ces tendances, de les harmoniser. Après, il y a des pays dont on sait que les transformations sociales sont plus rapides. On est par exemple un leader très, très fort au Portugal. Le Portugal est un pays qui a une capacité collective à transformer ses modèles, à accepter des sacrifices temporaires, à faire naître un consensus social dans les entreprises, évidemment beaucoup plus important que le nôtre. Donc, je dirais qu'il y a des pays dans lesquels on voit bien que la mobilité, la flexibilité, l'adaptabilité est plus forte qu'en France. Mais par contre, la tendance est la même partout. Vous en voudriez plus? Pardon, Isabelle. Avant de passer la parole à la salle, parce que l'heure tourne, petite question justement sur le travail le dimanche. C'est vrai que le culturel, on peut aller dans les magasins le dimanche. C'est vrai qu'Amazon, on fait ses commandes effectivement par Internet. Où en êtes-vous sur ce sujet-là? J'imagine que vous êtes rapproché du gouvernement, vous avez fait entendre un petit peu vos demandes. Où en êtes-vous? Écoutez, c'est un sujet qui me désespère. C'est dommage. Pour être honnête, mais j'ai une désespérance toujours optimiste, moi. Donc, j'ai un désespoir optimiste, donc je continue à me battre. Me désespère le fait de ne pas arriver à convaincre les pouvoirs publics et plus largement l'ensemble de la classe politique qu'il y a eu une révolution majeure dans les 20 dernières années dans notre pays, dans notre métier, c'est le e-commerce. C'est ça qui a changé. Le grand changement, c'est ça. 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui vient du e-commerce aujourd'hui. Le e-commerce a porté principalement sur les biens culturels, puisqu'Amazon a fait du livre son produit d'appel. La pénétration de ces familles de produits, c'est 30% aujourd'hui par Internet. Et donc, moi, je vois les pouvoirs publics et je leur dis, mais laissez-nous, quand je dis nous, évidemment, je parle des qualités de la Fnac, mais laissez les libraires, laissez les autres grandes chaînes spécialisées ouvrir le dimanche pour capter une partie de ce chiffre d'affaires-là, qui sinon part vers Amazon. Ce d'autant qu'il y a peut-être des représentants de ces groupes-là, il y a des secteurs qui ne sont absolument pas du tout touchés par la révolution digitale, ou tellement peu, le bricolage, l'ameublement, pour lequel j'ai le plus grand respect, mais qui sont ouverts le dimanche. Et j'ai beaucoup de respect pour les activités de bricolage et pour les activités d'ameublement, mais elles ne me paraissent pas... Pourquoi peut-on acheter elles ne me paraissent des pelles et pas des livres le beaucoup dimanche. Plus contribuer au bien-être collectif de la société que la culture. Ce d'autant que nous autres citoyens et consommateurs de culture, on est habitués et fort heureusement à consommer de la culture le dimanche, les théâtres, les cinémas, les musées. Demain, paraît-il, les bibliothèques. Je ne sais pas d'ailleurs sur quel fonds public, parce qu'il faudra quand même les ouvrir, ces bibliothèques publiques. Et puis, des loueurs de vidéos même qui ont le droit. C'est-à-dire qu'en fait, loueur de vidéos, c'est une activité noble, vous pouvez ouvrir le dimanche, mais vendeur de DVD, là, c'est une activité non noble, vous n'avez pas le droit d'ouvrir le dimanche. Et donc, moi, ce que je demande au pouvoir public, c'est... Je comprends toutes les problématiques de contraintes budgétaires, d'absence de marge de manœuvre, et on voit bien que le gouvernement essaye de mettre sur la table des nouvelles mesures, et il faut l'en féliciter. Mais ça, c'est une mesure facile, elle ne coûte rien en termes de finances publiques, elle demande de bousculer
cas de corporatisme qui ne sont pas si élevés que ça sur nos sujets, quelques libraires indépendants qui éventuellement ne veulent pas ouvrir le dimanche, donc un tout petit peu de courage collectif pour pouvoir avoir dans nos centres-villes et dans nos villes des commerces culturels qui sont ouverts, qui ne sont pas ouverts tout le temps, qui sont ouverts quand elles pensent que c'est utile et qui sont ouverts avec des contreparties salariales, parce que quand vous demandez à un collaborateur d'ouvrir le dimanche, c'est une transformation forte de sa vie. Et donc il faut accepter, un, que ce soit du volontariat complet, deux, que ce soit un volontariat réitéré à flux régulier pour que chacun des collaborateurs voit ce que ça a transformé dans sa vie, et deux, qu'il y ait 50% de rémunération supplémentaire, parce que c'est ce qu'il faut accorder à un collaborateur qui travaille le dimanche. Quand vous avez tout ça, vous vous dites, tiens, ce sujet sur lequel on se bat depuis tant de temps et qui bouge aussi peu, il y a un petit côté désespérant, mais on va continuer à se battre. Vous êtes volontaire et Absolument, vous allez continuer. vous l'avez compris. Avant de passer la parole à la salle, Alexandre Bompard, bilan quand même, depuis votre arrivée, le plan FNAC 2015 est un succès, les clignotants sont au vert. Les next steps. Je lisais Nicolas Houzet, qui est directeur général de Galeries Lafayette, qui disait « Notre ambition est de devenir l'enseigne omnicanale de référence en France et dans les grandes capitales internationales ». Ça vous parle, ça? D'abord, c'est une très belle maison, les Galeries Lafayette, et il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand je vois nos collègues se rallier à ce modèle-là. Je vous assure, il faut relire quand nous avons Laurent Glépin qui est à côté de moi, qui est mon fidèle directeur de la communication. Quand on a présenté ce plan il y a 4 ans, et qu'on disait qu'il faut articuler le physique et le digital, on voyait les gens nous dire mais qu'est-ce que c'est que cette idée-là? La bonne nouvelle, c'est que tout le monde s'y rallie. C'est une formidable nouvelle. Il y a un petit symbole qui est amusant, c'est ces grands acteurs de l'Internet qui ouvrent des magasins. Alors, je le vis au fond de deux manières. D'abord, je me dis, nous ne sommes pas trompés sur la vision stratégique, c'est une bonne nouvelle. Je me dis, c'est une deuxième bonne nouvelle parce qu'en réalité, pour ceux d'entre vous qui sommes dans ces métiers-là, la distribution, c'est toujours toujours perçu comme un métier à faible valeur ajoutée qu'on peut copier facilement. En réalité, vous le savez, c'est extraordinairement compliqué, c'est un métier de détail. Et combien de grandes marques mondiales avec un savoir-faire exceptionnel ne sont pas arrivées à créer des réseaux de distribution? Puis je le vois aussi avec beaucoup de vigilance, parce que quand Amazon décide, s'il le décidait, d'ouvrir des magasins, ça sera un sujet majeur, parce qu'on sait qu'ils sont capables, évidemment, d'exécuter un plan de transformation. Mais ces points-là sont des points très positifs. Pour revenir en un point à ce que vous me demandiez, oui, on est très heureux des résultats qu'on a obtenus, parce qu'au fond, tous les indicateurs, que ce soit le chiffre d'affaires, le résultat, la situation de trésorerie aussi sont au vert, et l'entreprise est solide, elle a gagné des parts de marché, elle est en conquête. Ça ne nous amène pas à moins de vigilance, j'allais dire au contraire, parce qu'on sait qu'on est dans des modèles extraordinairement questionnés. Et on sait aussi qu'on entre dans une ère, celle des 5 prochaines années, qui vont être celle d'un bouleversement complet des tendances de consommation, la montée en puissance de la mobilité, l'émergence de l'économie collaborative, cette idée qu'aujourd'hui les clients cherchent plus l'usage que la propriété, cette idée qu'ils ont besoin d'un hyper-choix et en même temps d'une sélectivité, tout ça, c'est une transformation complète pour des entreprises comme les nôtres. Et le plan auquel on réfléchit à Horizon 2020, pour se donner un peu de profondeur, doit prendre en compte ces grandes tendances et doit apporter des réponses nouvelles. Ça ne sera pas un plan qui est la simple réplique de ce qu'on a fait à ces grandes tendances de transformation de la consommation et de nos modes de vie. De beaux défis, donc. Qui a envie de poser une question à Alexandre Bompard? Monsieur, on va vous tendre un micro juste derrière vous. La demoiselle va vous l'apporter. Merci de vous présenter et on vous écoute avec plaisir. Oui, bonjour, Grégoire Rast, Société Valeo. Dans le cadre de cette transformation industrielle importante, est-ce que vous avez été conduit à mettre en place des plans de restructuration, plans sociaux? Il me semble qu'en 2012, vous aviez annoncé quelque chose. Et quelle résultat avez-vous obtenu avec ces plans? Merci. Oui, on a mené, je dirais, 2 grandes séries de plans. Je vais me limiter à la France parce qu'on a aussi exécuté un certain nombre de plans de transformation dans des pays avec des fermetures de plans sociaux de pays d'abord et de plans sociaux dans d'autres pays, parce qu'on avait une structure dans les pays qui était trop lourde, on avait des structures de tête qui étaient trop lourdes et qui fragilisaient l'équilibre économique dans nos pays. En France, on a réalisé 2 grandes séries de plans. Un premier en 2012 qui était une réorganisation assez complète des fonctions dites de back-office,
On avait une préoccupation centrale, c'est de surtout pas affecter la qualité de la relation client et de ne pas toucher la force de vente, que ce soit d'ailleurs la force de vente physique ou de la force de vente digitale. En revanche, on avait le sentiment qu'on avait la capacité à s'organiser différemment. On avait besoin de réduire nos coûts, hein, évidemment, et on pensait qu'on pouvait s'organiser différemment. Et donc, on a lancé un premier PSE en 2012, à peu près 300 postes, qu'on a réalisé. J'allais dire... j'espère le mieux possible. Ce sont toujours des moments très difficiles pour les entreprises. On a mené un dialogue avec les partenaires sociaux. On a mené à bien l'ensemble de ce plan-là. On sait qu'avec la judiciarisation de ces plans, c'est toujours très compliqué. On a pu le mener sans heurts et sans trop de difficultés. Et puis, on a eu une deuxième série de plans qui visait à épouser les tendances de consommation dans un certain nombre de nos familles de produits, comme le disque. Le disque avait perdu 60% de sa valeur en 5 ans et on n'avait pas adapté nos effectifs. Et on avait besoin d'adapter nos effectifs, notamment pour pouvoir les redéployer. Donc on a fait un deuxième plan l'année d'après qui portait principalement sur le métier dit de disquaire, qu'on a lui aussi mené à bien. Je n'ai pas de grands conseils dans ces domaines-là, parce que, alors, plus encore que dans les autres domaines, il faut beaucoup d'humilité. J'ai la chance d'avoir des équipes RH extraordinairement compétentes, que l'équipe de tête l'ait vraiment endossée collectivement. Évidemment, moi le premier et toutes les équipes autour de moi, et qu'on essaye d'avoir le niveau d'attention, de vigilance juridique, de dialogue social maintenu malgré les difficultés, d'accompagnement individuel dans le cadre des projets individuels du plan de départ volontaire. Et on a réalisé à ce jour ces deux plans-là, j'allais dire sans difficulté trop excessive ou qui aurait trop fragilisé l'entreprise. Ce sont quand même des moments, vous le savez, pour ceux qui les menaient à bien, très compliqué, dans lequel il faut être extraordinairement prudent, dans lequel il y a beaucoup d'incertitudes juridictionnelles. Et donc, quand ces plans sont achevés et réalisés sans trop avoir fragilisé l'entreprise et son activité, vous avez le sentiment d'avoir franchi une étape. Autre question? Qui a des questions pour Alexandre Bompard? Voilà, on a 3. Bonjour, on vous écoute. Oui, bonjour, Clément de Villepin, Société Suez Environnement. J'ai 2 questions de DRH. La première, c'est savoir qu'est-ce que vous attendez, vous, de votre fonction RH et de votre DRH dans l'entreprise. La deuxième, elle est associée au tweet que vous avez écrit concernant le Classico, en disant qu'il y avait beaucoup de talents sur le terrain de foot. Qu'est-ce que vous avez pensé des talents qui étaient hier soir sur le terrain entre Saint-Etienne et Paris, et accessoirement, qu'est-ce que vous avez pensé du résultat? Je vais commencer par la deuxième parce qu'elle est plus facile. Il y avait beaucoup de talent hier au Parc des Princes. Il y en avait un qui l'emportait un peu sur les autres, ça ne vous aura pas échappé. Et mon club de cœur a passé une soirée difficile, débordé par trop de talent, je crois. Et donc le résultat était assez logique. Alors, la fonction RH, vous avez compris que je ne maniais pas trop la langue de bois, donc je croyais vraiment en la sincérité de ce que je vous dis. Elle est pour moi totalement centrale, en tout cas dans l'entreprise dont j'ai la charge, parce que au fond, quand vous avez autant de transformations à faire, des métiers même, des postures même, avec un corps social qui a de l'ancienneté et des métiers qui sont en totale transformation, vous avez besoin d'avoir un partenaire qui n'est pas un partenaire lointain ou irrégulier, mais un partenaire quotidien de dialogue sur comment nous menons ensemble la transformation de nos organisations, comment nous faisons adhérer nos équipes au projet, comment sur le terrain nous nous assurons que le management intermédiaire est avec nous et comment on conduit les éventuels plans de transformation et parfois les plans de restructuration. Et pour moi, c'est un partenaire de transformation économique et sociale. Je ne vis pas la fonction RH comme, entre guillemets, réduite à un pan d'activité, mais je la vis comme transversale à l'ensemble des transformations de l'organisation, avec une vraie vision business de ce que nous faisons. Je la vis aussi, vous parliez de talent, et ça fait le lien avec le football, hein, comme une aide à la constitution de la meilleure équipe. Moi, je suis obsédé, et j'utilise le mot à dessein, de la qualité
des gens autour de moi qui, pour bon nombre d'entre eux, j'espère la totalité dans leur segment, sont plus compétents que je le suis. Et donc j'ai besoin d'avoir une équipe RH, et une RH en particulier, puisque moi j'ai une directrice des ressources humaines qui est ici présente, s'appelle Frédéric Giavarini, qui m'aide à constituer cette équipe-là, qui fait monter les talents et qui les identifie, et qui a cette capacité de m'aider à constituer une organisation qui vit bien et qui progresse et dans laquelle les talents s'expriment. Et donc, pour moi, c'est un partenaire quotidien. Je ne le dis pas, rassurez-vous, je le dis dans d'autres cercles qui n'ont rien à voir avec les RH. C'est une vraie conviction que je me suis forgée plus dans cette entreprise-là, d'ailleurs, que dans les autres, pour lesquelles, à la fois, j'avais moins d'expérience et moins de besoins, finalement. Mais dans l'entreprise qui est la mienne, et je crois dans le monde dans lequel on est en transformation, c'est totalement central. Est-ce qu'en fait, le futur concurrent de Fnac, ce n'est pas son client lui-même ? Le meilleur expert jazz n'est-il pas désormais sur les réseaux sociaux ? Et celui qui va le solliciter n'a-t-il pas simplement envie d'un usage pour un temps court et non pas de devenir propriétaire d'un objet pour un temps long ? Vous résumez ça très bien, hein. On est passé de ce modèle de production en série et de consommation de masse. Vous savez, c'est cette fameuse phrase d'Henry Ford, vous pouvez me demander n'importe quelle couleur de voiture du moment qu'elle est noire, à un modèle où, au fond, le consommateur, à la fois, est devenu expert et souhaite participer même de la construction du produit. À la fois, en effet, il est plus intéressé à l'usage qu'à la propriété. C'est la raison pour laquelle nous, on a lancé, par exemple, l'année dernière, un service de location, de leasing sur les produits techniques qui fonctionne formidablement bien, hein, pour épouser cette tendance de consommation. Au fond, mon iPhone, je n'ai pas forcément besoin d'en être propriétaire. Je suis prêt à payer une mensualité pour l'avoir et je veux que dans 2 ans, au moment ou dans 1 an, au moment du changement de génération, je puisse y contribuer, l'usage primant sur la propriété. Et puis le deuxième, c'est que je veux être co-constructeur d'une offre. Je veux participer des produits par le mode de l'économie collaborative. Les imprimantes 3D, par exemple, sont un élément qui vont participer de ça. Et c'est là aussi une transformation complète d'une organisation et de nos métiers. Là où on était sélectionneur, là où on choisissait l'offre, que de se dire que le monde de demain, le demain étant aujourd'hui, c'est un monde dans lequel le consommateur va lui-même vouloir trouver dans ses points de vente des produits qu'il aura lui-même sélectionnés, voire réalisés. Et donc c'est une transformation très profonde. Elle est, je crois, devant nous, hein, parce que finalement, dans les 5 dernières années, ça c'est resté un peu marginal, encore cette dernière tendance-là. Mais elle est devant nous et elle va demander pour les équipes, là aussi, une modification assez complète de la psychologie, de l'accompagnement et du rôle qu'a le vendeur. Vous avez totalement raison. Hein. De temps en temps, j'ai un copain ou des copains qui sont dans les magasins qui me disent « Oh là là, je suis allé dans ton truc Fnac, là, et franchement, j'ai acheté un appareil photo. Le gars est moins expert. » Alors, je lui demande de me raconter son anecdote. Et je lui dis « Mais ce qui a changé, c'est pas toi, c'est pas lui, c'est toi. » Il y a 10 ans, tu partais en vacances le 30 juillet, tu rentrais dans le magasin et tu disais « Je vais en Toscane avec mon épouse, il y a des belles couleurs, qu'est-ce que j'achète ?» Et le type vous disait le Nikon 542F et vous disiez « Mais quel génie !» Et vous expliquez pourquoi c'était le 542F. Maintenant, vous rentrez dans le magasin et vous dites « J'ai vu que le 542F, il a été testé à Singapour, il y a un petit problème avec les couleurs de 18h à 19h quand il y a du soleil. » Et donc, vous êtes expert. Et c'est en cela que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la nécessité de transformer les postures vendeurs et de convaincre les vendeurs qu'ils ont un nouveau rôle, qui est un rôle d'accompagnement, de connaissance du client, de ses goûts, au-delà de la aspirations. notice d'utilisation. Absolument. Il y avait une question. Oui, bonjour, Antoine Perruchot, Keycopt. Vous parliez de partenariat avec Intermarché, qui est plutôt low-cost discounter. Fnac ayant, vous l'avez dit tout à l'heure, une image plutôt premium. Est-ce que vous n'avez pas peur ou est-ce que vous n'êtes pas en train de réaliser un virage en termes d'image pour les clients en vous associant avec un discounter? Et deuxième question, j'en profite. Vous parliez de densification du maillage des magasins en France, plus de viser les capitales internationales. Est-ce que la Fnac a les moyens de faire les deux très fortement en même temps? Voilà. Juste un point avant. Cette idée de partenariat là, sur laquelle j'ai assez peu développé, c'est un des grands changements de l'entreprise. C'est-à-dire qu'au fond, le grand changement que nous avons mis en œuvre dans les équipes, c'est cette idée qu'on avait des atouts très forts, mais pas tous les atouts,
et que nous devions, sur plein de sujets, passer des partenariats avec des grandes entreprises ou des jeunes startups pour accélérer notre développement. On l'a fait dans plein de domaines. Je citais tout à l'heure le livre numérique. Quand je suis arrivé, le Kindle d'Amazon allait se lancer 6 mois après. On n'avait rien sur la table en termes d'offres. On avait 2 gars qui faisaient de la R&D en face des 800 personnes d'Amazon sur le livre numérique. Et plutôt qu'essayer de développer notre propre solution, je me suis dit, mais au fond, quels sont les atouts que nous avons? Ils sont exceptionnels. Allons chercher, allons voir si on trouve des entreprises qui sont prêtes à nous accompagner, qui apportent en hardware et en software des compétences que nous n'avons pas. C'est ce qu'on a fait dans ce domaine. On l'a fait dans plein d'autres, dont la franchise. Pour vous répondre sur Intermarché, non, je n'ai absolument pas cette inquiétude-là, pour 2 raisons. D'abord, moi, j'ai le plus grand respect pour ce que font nos grands distributeurs alimentaires. On a un niveau de compétence dans ces métiers qui est tout à fait exceptionnel, hein. La compétition Carrefour, Auchan, Casino, Intermarché, Système U, on est à des niveaux d'expertise et de compétences formidables. On s'en rend compte quand on se balade un peu dans le monde, hein, de ce savoir-faire de grands distributeurs en France. Et Intermarché, pour nous, est un grand distributeur. Et surtout, on a un cahier des charges quand on ouvre une Fnac avec Intermarché qui est extrêmement strict. Si vous avez l'occasion d'aller vous promener dans les Fnac qu'on a ouverts, à Aubenas notamment, ou à Dole, vous verrez que vous avez l'impression d'être dans une Fnac gérée par les équipes de la Fnac. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a une très grande attention, une très grande vigilance à respecter les codes de la Fnac, les fondamentaux. Et donc, au contraire, c'est tout bénéfice qu'avoir des grands distributeurs qui le font, parce qu'on sait qu'ils le font bien, avec un cahier des charges qui est très strict. Sur le développement international, non, on n'a pas les moyens de tout faire. Et il faut être capable de dire je peux faire ça et pas ça. Et ce que nous ne savons pas faire aujourd'hui, ce que nous ne pouvons pas faire, c'est nous développer à l'international tous azimuts. D'abord parce qu'on est dans des métiers où seul le leadership compte. Donc j'allais dire, un pays à faible croissance ou à croissance négative dans lequel vous êtes leader est plus intéressant qu'un très grand pays à forte croissance dans lequel vous êtes tout petit. Et ça, c'est ce que fait Carrefour. Hein. C'est ce que fait Carrefour en fermant des pays, en se recentrant. Je vais vous donner un exemple. Nous, on est leader au Portugal qui vient d'essuyer 5 années cauchemardesques sur le plan économique. C'est un meilleur pays pour moi que le Brésil, qui va mal aujourd'hui, mais qui allait bien la décennie précédente, mais dans lequel on est trop petit. Et donc, ce qu'on a privilégié, c'est les pays dans lesquels nous sommes, où on accélère notre développement en ouvrant des magasins et en maillant le territoire, plus que l'ouverture de nouveaux pays qui demanderaient des investissements trop importants. Donc, on a fait le choix de renforcer les zones dans lesquelles on est. Peut-être qu'à l'avenir, on trouvera d'autres opportunités. On a juste ouvert des nouveaux pays en franchise. On a ouvert au Maroc il y a quelques temps, et puis on va ouvrir au Qatar dans quelques jours. Parce que la franchise nous permet de nous développer un peu à l'international, mais jamais en propre et jamais en prenant des risques opérationnels très forts. On a une autre question. Qui a le micro déjà? Voilà, monsieur. Oui. Bonjour, Pascal Lemasson, École des Mines de Paris. Merci pour votre exposé absolument stimulant et remarquable, et pour votre aventure aussi. Vous décrivez la façon dont, quand vous reprenez la maison, vous provoquez un retournement fondé sur une vision. Vous décrivez aussi la façon dont le monde change aujourd'hui, et ça semble appeler un renouvellement de la vision ou un renouvellement constant des visions. Est-ce que c'est bien ça? Et puis la deuxième question, comment vous êtes organisé en interne pour faire ce renouvellement permanent de la vision du futur? Oui, je crois qu'on est dans une ère de renouvellement, d'accélération de l'innovation qui est tout à fait exceptionnelle. Quand vous évoquez dans les différents domaines du champ des activités, que ce soit la santé, l'organisation du travail, nos métiers, quand vous vous projetez à 2030 et que vous voyez les tendances qui vont traverser cette période-là, on se rend bien compte de l'extraordinaire accélération de cette révolution-là. La révolution digitale, c'est une révolution qui entend accélérer, va transformer totalement nos vies, nos organisations, nos métiers. Alors comment on appréhende ça? D'abord, on l'appréhende avec modestie, hein, parce que si j'avais la réponse en termes organisationnels à comment on appréhende ces transformations, ça serait trop beau. Non, je pense qu'il faut au moins une grande ouverture. D'abord, une grande curiosité. C'est une période de curiosité. Tout à l'heure, je parlais d'optimisme. Moi, je trouve qu'on est dans une période, évidemment, elle est anxiogène. Évidemment, c'est inquiétant de se dire que nos modèles, on ne sait pas ce qu'ils seront dans 10 ans, mais
quelle belle période de fourmillement intellectuel, d'innovation sur la table, se dire que les géants d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain, que d'autres entreprises auront été créées entre-temps et que peut-être des entreprises qu'on croyait mortes iront bien dans 10 ans. C'est je trouve que c'est formidablement stimulant. Donc, beaucoup de curiosité, de l'optimisme, de la confiance dans le fait que vous avez des atouts. Moi, je suis convaincu, et j'étais convaincu à mon arrivée qu'on avait des atouts exceptionnels, et je crois qu'il faut que nos équipes le sachent partout, dans toutes nos entreprises. On a des atouts fantastiques. Et puis, après, arriver à faire les 3-4 choix maximum, hein, parce que ça se joue sur 3 choix, hein, qui sont les bons, en étant prêt aussi à... on est dans une période où il faut, je crois, beaucoup tester. Il faut accepter de se tromper. C'est une période d'expérimentation. Nous, on a vraiment introduit ça, ce qu'on ne savait pas faire avant, et c'est une grande satisfaction pour moi, de test and learn, quoi. J'essaye dans un magasin à l'autre bout de la France, je regarde si ça fonctionne, on généralise, ça fonctionne moyennement, on expérimente encore, et ça ne fonctionne pas, on arrête. Le labo Fnac. Et ça, pour moi, c'est très important. On est dans une période où il faut accepter d'innover, de tenter, de se tromper. C'est pas très français, hein, de se tromper, d'accepter de s'être trompé, de le reconnaître et de considérer que c'est pas très grave. Mais néanmoins, je pense que le monde d'aujourd'hui nous impose ça. Une toute dernière question, je crois que c'est par là-bas, très courte et avec une réponse courte. On vous écoute. Vous qui avez le micro, alors comme ça mire, on ne vous voit pas trop, mais vous allez vous présenter. Bonjour. Oui, je me lève. Bonjour, Joël Barbère, Société Générale. Ma question n'est pas très éloignée de la précédente. Je voulais savoir, en tant que dirigeant, comment vous preniez vos décisions et comment vous vous assuriez que vous aviez pris la bonne décision et que vous aviez la bonne vision. On a vu notamment dernièrement dans la presse que certains dirigeants n'ont pas pris la bonne stratégie, ce qui conduit quand même à des cas, enfin des situations un peu douloureuses, même plus que douloureuses. C'est toujours difficile de savoir comment on prend les décisions. En tout cas, je les prends après un temps d'interaction avec mes équipes qui est à la fois assez court, mais assez intense. C'est-à-dire que moi j'aime être challengé. C'est-à-dire que beaucoup de décisions viennent de nos échanges à quelques-uns. On est une petite équipe un peu commando et on passe pas mal de temps à 2, à 4, à 6, à 10 à échanger. Et c'est quelquefois d'ailleurs c'est assez offensif, hein, c'est un dialogue. Et puis ensuite, j'estime que moi j'ai une mission, c'est de poser une décision. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a rien de pire que ces espèces de trucs qui restent en l'air pendant des semaines et des semaines où personne ne sait trop où on est. Ça m'arrive aussi, hein, rassurez-vous. Mais je trouve que ce que vous devez éviter, c'est ce sentiment du flou et de la non-décision ou de la non-décision qui en devient une. Je pense qu'il faut accepter, dans le monde d'aujourd'hui, de trancher, de prendre une orientation. Et puis après, la décision n'a de qualité que si son exécution est fine et précise. Et donc, moi, j'ai toujours tendance à dire 20% de vision, de stratégie et de décision, 80% de temps d'exécution. Mais ça, c'est mon temps à moi. De temps où vous vérifiez, où vous assurez que l'exécution de ce qui a été décidé est mise en place et donne des résultats. Et puis, cette capacité que vous devez avoir, hein, je vois très bien ce à quoi vous faites allusion, évidemment, dont je ne parlerai pas, mais de reconnaître que vous n'avez pas pris la bonne, que le positionnement n'était pas le bon, et d'arrêter assez tôt. Alors, rien de pire, là aussi, que de prolonger une tendance qui est mauvaise. Sauf quand vous vous dites, je sais que ça va passer par un moment difficile, je sais qu'il va durer, mais je sais qu'on va dans le bon sens et j'en suis convaincu. Mais quelquefois, je suis frappé, moi je suis passionné par les entreprises et les conduites d'entreprises de confrères. Et quelquefois, vous vous dites, mais c'est bizarre parce que franchement, on le voyait tellement, et puis c'était tellement sur la place publique, comment se fait-il qu'on n'ait pas freiné ? Je pense qu'à un moment donné, on est entraîné par l'exécution d'un plan, et on se dit, oh là là, si je devais revenir dessus, ça serait, et ça c'est très français au fond, une grande capacité des anglo-saxons, et notamment des Américains, que d'arrêter un truc, de le jeter à la poubelle et de repartir sur autre chose. Nous, on est très souvent en relation avec ces entreprises comme Google, etc. Vous n'imaginez pas le nombre de fois qu'ils se trompent. Alors évidemment, ils ont une capacité financière telle, les marchés leur font de tels yeux de chimène que c'est plus facile, mais ils se trompent, mais très largement. Ils jettent à la poubelle de l'innovation sur laquelle ils ont investi des centaines de millions d'euros, dont ils ont dit que c'était la mère de toutes les batailles. Ils se trompent et ils repartent sur autre chose, et ça n'a pas d'importance. Je dirais que nous, la culture de l'échec n'étant pas très développée, et puis on a tous envie d'avoir une courbe de succès ininterrompue, on a du mal à faire ça, mais moi je pense qu'il faut aussi être capable d'arrêter un projet qui ne marche pas,
et de le fermer. Et vos collaborateurs, au fond, passé le moment difficile, vous en savent gré d'avoir pris ces décisions-là aussi. Alors, Alexandre Bompard, je vois Laurent Glépin qui me dit l'heure tourne, et il a raison. Demain, 10 avril, vous parliez des GAFA à l'instant. iWatch dans les FNAC? Non. Ça va marcher? Non, non, c'est pas dès demain? Je crois que c'est demain, mais c'est pas dans les FNAC. Non. Bientôt, en tout cas. Oui, bientôt, dans une deuxième étape, parce qu'en fait, c'est un produit tellement nouveau pour Apple qu'Apple a décidé de le développer dans un premier temps au sein de son réseau et tester un réseau plus fashion pour l'accompagner, pour regarder un peu comment l'horlogerie réagit autour de ça. Et puis, dans un deuxième temps, ça sera un produit qui rejoindra nos FNAC. Apple, c'est un partenaire compliqué, difficile. Mais passionnant. On ne mesure jamais combien ces grandes entreprises américaines sont prédatrices, ont des attitudes tout à fait insupportables et sont en même temps extraordinairement innovantes, et combien on est heureux aussi d'être leur partenaire. Donc c'est vraiment je t'aime, moi non plus toute l'année. En ce moment, on est plutôt dans un moi non plus qui se transformera en je t'aime dans quelques semaines quand nous recevrons les iWatch à la fin de l'année, je l'espère. En tout cas, nous, on a aimé vous avoir à nos côtés. Alexandre Bompard, merci beaucoup pour votre proximité et votre présence. Merci à toi, Isabelle. Merci à vous pour votre attention et encore merci aux équipes FNAC Raymond Soubi d'avoir rendu possible cette venue. Merci encore et une excellente journée à vous tous.